de digestion, là, surtout avec cette absinthe, là, ça peut être un peu difficile. Ouais, vous m'entendez? Voilà. Donc ça peut être un peu difficile, mais on espère qu'on va réussir à dynamiser tout ça, et puis qu'on va vous capter pour que... mais j'en suis sûr, en fait, parce qu'on a la chance maintenant, pour cette dernière demi-journée au paradigme Bitcoin, évidemment, avant de tous se retrouver au Bikini Test pour relâcher la pression, profiter. On va attaquer, donc, comme je disais, cette dernière demi-journée. Et donc j'ai l'honneur de lancer cette dernière demi-journée. Et là, vraiment, c'est vraiment symbolique pour moi de la personne qui va arriver à plus d'un titre déjà. Parce que c'est vraiment une fierté pour le paradigme qu'elle soit avec nous, parce que l'actualité politique débordante, qu'on a en France, aurait pu avoir des raisons de l'empêcher de venir, et elle a quand même tenu à venir. Donc rien que pour ça, l'équipe du paradigme, on lui vraiment la remercie infiniment. Et donc c'est une chance pour l'avoir avec nous. Et puis c'est quelqu'un que j'ai déjà pu rencontrer quand j'étais en phase de rect un peu. Donc des gens qui m'ont remonté le moral, qui m'ont fait relativiser. Et puis c'est grâce à des personnes comme ça que j'ai pas arrêté de m'intéresser à Bitcoin. Donc voilà, c'est vraiment un honneur pour moi d'aujourd'hui de venir. Aurore, voilà, si tu peux nous rejoindre. Bonjour à tous. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi aussi de venir au paradigme Bitcoin. C'est la première fois pour moi, et aujourd'hui, donc comme tu l'as dit, avec une actualité brûlante. Mais tout d'abord, je voulais revenir sur les raisons de ma venue aujourd'hui, puisque on m'a confié la mission d'organiser une carte blanche, et j'ai décidé de vous partager mon expérience professionnelle sur Bitcoin, puisque j'ai eu plusieurs aventures. Donc, je ne vais pas vous apprendre à quoi ça sert Bitcoin. Je ne vais pas vous apprendre comment ça marche. Je pense que vous avez eu plein de talks là-dessus aujourd'hui, des talks brillants. Moi, je vais juste vous partager un petit peu de mon expérience, et pour vous montrer aussi, et pour expliquer aussi mon engagement politique aujourd'hui, puisque comme vous avez dû le savoir, ou peut-être que vous avez eu vent, et puis il y en a qui me connaissent aussi dans la salle, je concours, donc je suis candidate aux élections législatives anticipées en France, sans étiquette politique, et pour amener Bitcoin dans le débat, pour amener des nouvelles idées rafraîchissantes dans le débat politique, qui est aujourd'hui cristallisé autour de justement cette compromission partisane entre les équipes qui vont faire barrage, celles qui vont briguer les plus hautes instances politiques. Et dans ce chaos, finalement, suite à la dissolution de l'Assemblée parlementaire par Emmanuel Macron, j'ai vu comme une opportunité d'amener des nouvelles idées, et donc d'amener Bitcoin. Alors, les règles du jeu électoral m'interdisent d'en parler depuis hier minuit, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Je pense qu'il y a eu beaucoup de communication faite sur Twitter. Vous pourrez retrouver ma tribune, justement, qui est parue dans The Big Whales, et puis vous allez voir aussi que ça a eu quand même un coup d'éclat dans les médias, un coup d'éclat médiatique, puisque de nombreux journaux en parlent, même aux États-Unis. Donc j'étais assez impressionnée par la réception de cette candidature. Et merci aussi à tous. Vous êtes nombreux dans la salle à m'avoir apporté votre soutien, à être très bienveillants et à me donner vos encouragements pour justement cet exercice qui est pour une première en France d'apporter Bitcoin dans le débat politique. Et donc voilà, merci beaucoup pour vos encouragements. Alors, merci. Donc sans transition, voilà aussi ce qui m'a amené à justement faire cet exercice-là, puisque j'ai une vie professionnelle bien remplie sur le secteur de Bitcoin, et une vie qui a été souvent contrainte par la régulation, justement, et c'est là où je me suis dit, il y en a assez de cette politique de la chaise vide. On subit énormément des lois qui sont faites par des gens qui ne connaissent pas ni cette technologie, ni le secteur, et donc c'est pourquoi je me suis décidée de m'engager, et vous allez le comprendre à travers tout ce parcours. Dans ce parcours, donc, je vais vous expliquer finalement en 3 points, enfin vous partager plutôt, et j'ai des invités, donc je garde encore un peu le suspense sur les personnes qui vont me rejoindre pour la table ronde à la suite de ce mini-talk. Et donc vous allez voir que j'ai abordé plusieurs thèmes, donc le terme de commercer en Bitcoin, celui de gérer des fonds en Bitcoin, gérer des
de la trésorerie finalement quand on est une entreprise et quand on va recevoir des paiements en Bitcoin ou quand on va investir et diversifier son patrimoine en Bitcoin, quelles sont les conséquences, les implications, les obligations et les contraintes, et puis également justement développer toute sa stratégie d'entreprise autour de Bitcoin, ce qui n'est pas simple parce qu'il y a des choix qui sont parfois difficiles et il y a une éthique aussi à porter quand on fait du business Bitcoin, et justement c'est tous ces sujets-là que j'ai envie d'aborder avec vous et sur lesquels nos invités vont pouvoir aussi partager des expériences significatives sur ces sujets-là. Alors, au commencement, je découvre Bitcoin et avec des amis, on développe une association qui s'appelle Cryptolion. Et à l'époque, j'ai pas d'activité professionnelle, donc j'ai tout le loisir de m'engager vraiment à fond dans cette association. On organise 3 événements par semaine, des ateliers, des conférences, des rencontres. Et c'est comme ça que j'ai pu me former et approfondir justement mes connaissances sur Bitcoin et mes compétences. Et ça a été très formateur puisque j'ai aussi rencontré des associés qui ont joué un rôle prépondérant dans mon positionnement stratégique aujourd'hui sur Bitcoin, puisque l'association, elle porte bien son nom, Cryptolion, elle était très ouverte. Et puis j'ai rencontré Antoine Poinceau, que vous connaissez sûrement, qui a cofondé Wizard Sardine avec Kevin et qui a développé le produit Liana. Je reviendrai justement sur ce sujet-là un peu plus tard. Mais du coup, ça a été un positionnement, enfin cette rencontre m'a aidé à me positionner sur Bitcoin only, donc avec justement pas le rejet des crypto-monnaies, mais se concentrer sur Bitcoin uniquement pour des raisons stratégiques. Et c'est pas si facile à faire, puisqu'en France, les acteurs qui font le plus de volume d'affaires sont ceux aussi qui sont ouverts à toutes les crypto-monnaies. Donc c'est quand même un choix important. Pour revenir sur l'expérience Cryptolion, au-delà des rencontres, j'ai vraiment pu confronter mes connaissances et mes lectures sur Internet. Donc je vous invite, vous qui découvrez peut-être aujourd'hui Bitcoin et qui commencez à toucher du doigt cette technologie, ce réseau décentralisé, ce réseau de communication non censurable, je vous invite à confronter vos lectures dans la vraie vie, à participer aux meet-up, aux événements comme aujourd'hui, pour discuter avec des gens, parce que moi c'est riche de mes rencontres que j'ai vraiment pu progresser sur le sujet. À l'époque de Cryptolion, on est en 2017 et il y a peu d'écoles, il n'y a pas d'école sur le sujet, il y a quand même peu de ressources et il y a beaucoup de choses et de contre-vérités sur Internet. Et donc heureusement que j'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont mené sur la bonne voie et j'ai été chanceuse de rencontrer les bonnes personnes aussi, je dois le dire. Donc cette association Cryptolion aujourd'hui, elle vit plutôt sous le nom des Meetup Bitcoin de Lyon, qui a rejoint le grand mouvement qu'a lancé Roxy sur les ambassadeurs Bitcoin. Donc on est plusieurs Meetup en France à se réunir tous les premiers mercredis du mois, justement. Alors non plus avec des ateliers ou des conférences, mais avec des rencontres conviviales où on va justement utiliser Bitcoin pour payer, pour échanger entre nous. Et donc on fait l'expérience véritable de l'utilisateur Bitcoin. Et ça, je pense que ça a plus de valeur que n'importe quelle conférence finalement. Et c'est un vrai atelier réel dans la vraie vie avec beaucoup de concret. Donc voilà, si vous avez autour de vous un meet-up Bitcoin, enfin je vous invite à regarder déjà parce qu'ils sont relayés sur bitcoin.fr et sur les pages de Roxy. Donc je vous invite à rejoindre les meet-up près de chez vous pour participer et rencontrer les gens de la communauté. Donc à la genèse de mon parcours professionnel, beaucoup de rencontres et des rencontres très enrichissantes. Et puis, donc, suite à ces rencontres, j'ai rencontré Antoine, on était un groupe d'amis, on avait cette association, on a pu tester le marché. On a pu voir qu'il y avait un vrai besoin de connaissances et d'accompagnement sur les crypto-monnaies. Et donc, on a développé une entreprise qui s'appelle Léonode et qui, plus tard, a créé la marque Bitcoinion, enregistré PSAN en France, donc qui se conforme à toute la réglementation de lutte contre le blanchiment des capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme. Et donc la société, pour vous en toucher quelques mots, on est 5 associés, on n'a pas de salariés et on a très peu de moyens puisqu'on se développe en fonds propres. Et ça, c'est aussi un choix d'être indépendant et d'être redevable de personne, de ne pas être contraint par des investisseurs qui pourraient nous imposer des choix et des politiques. Et donc ça aussi, c'est une liberté qui a un prix, mais finalement qu'on est très content aujourd'hui d'avoir pour pouvoir évoluer en toute sérénité.
Donc Bitcoin Lyon, c'est un broker Bitcoin qui constitue une rampe d'accès sûre pour des gens qui n'ont pas envie d'acheter justement du Bitcoin en ligne, car il y a beaucoup de sites frauduleux. Et puis, de toute façon, il y a beaucoup de gens aussi qui ont envie et besoin d'accompagnement et de rencontres de personnes en physique pour être plus sûrs justement sur comment acquérir du Bitcoin et surtout comment les sécuriser. Donc, on a mis presque 1 an, je pense, à développer cette politique LCBFT pour pouvoir opérer. Et aujourd'hui, on est très content. Ça fait depuis 2019 donc qu'on existe et qu'on opère. Donc, ça fait 5 ans aujourd'hui qu'on accompagne des gens à entrer. Donc, on est vraiment une rampe d'accès sûre au marché Bitcoin. Dans cette expérience, la collaboration avec l'AMF, c'est pas simple. C'est pas simple parce que tous les trimestres, c'est des rapports justement sur ce qu'on a fait, toutes les opérations, est-ce qu'on a bien appliqué notre politique. On a peut-être une 50aine de questions à répondre et à adresser tous les trimestres via un fichier Excel. Et nous, comme on est en Bitcoin only et aussi on ne fait pas de custody, ça je ne vous l'ai pas dit, mais on est en self-custody, on accompagne les clients à sécuriser leurs fonds et à être responsables de leurs fonds, donc dans la pure idée et la pure logique de Bitcoin. Mais justement, nous, on s'épargne aussi beaucoup d'obligations grâce à ce choix, beaucoup d'obligations LCBFT, puisque le fichier que nous envoie l'AMF contient beaucoup d'onglets et nous, on doit en répondre à un seul, alors que les 10 autres concernent les crypto-monnaies, etc. Donc, j'imagine même pas la quantité de travail que doivent avoir les autres brokers qui font toutes les crypto-monnaies. Vraiment, je les plains. Mais donc, nous, avec notre choix stratégique, on s'épargne un peu ça et puis on respecte aussi la philosophie de Bitcoin. Donc, la collaboration avec eux, c'est pas simple, mais on apprend beaucoup. Et puis, on sait que se conformer à la régulation, c'est aussi permettre à des gens d'avoir confiance dans le système et c'est aussi un moyen de faire adopter Bitcoin à de plus grands segments de clientèle, à des masses finalement. C'est un moyen de contribuer à notre échelle à l'adoption de masse. Donc sur l'expérience Bitcoin Lyon, il y aurait beaucoup à dire, c'est vrai. Ce que je peux dire aussi en termes de clientèle qu'on a, parce qu'on a des clients vraiment notre base clientèle est très hétéroclite. On a aussi bien des particuliers que des entreprises, et justement, ça va être le sujet de discussion avec mes invités un peu plus tard, justement sur les clients entreprises, pourquoi ils font ce choix de diversifier la trésorerie en Bitcoin. On va voir que c'est une stratégie déjà élaborée, que c'est une façon de se prémunir de l'incertitude de l'avenir, justement, par rapport à un environnement économique mouvant. Et on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui en tirent des bénéfices de cette stratégie. Donc, c'est très intéressant pour elles. Elles diversifient leur patrimoine et elles touchent aussi de nouveaux clients. Avec Bitcoin Lyon aussi, on aide des commerçants à accepter Bitcoin comme un moyen de paiement. Et ça contribue aussi à l'adoption de masse. Et c'est pas facile, parce que les solutions sont pas toujours très évidentes à maîtriser. Heureusement, aujourd'hui, on a des solutions de plus en plus simples et plus en plus user-friendly, comme on dirait. Et là aussi, un de mes invités vous parlera, puisque, bon, voilà, je le dis déjà, c'est Jimmy de Swiss Bitcoin Pay qui nous rejoindra sur la scène tout à l'heure. Et donc, on va comprendre quelles sont les contraintes des commerçants quand ils acceptent Bitcoin, justement, en termes de gestion de trésorerie, puis aussi plus tard pour le réapprovisionnement auprès de leurs fournisseurs, par exemple. Est-ce qu'ils doivent gérer 2 flux différents? On va voir comment ça fonctionne aussi. Donc les clients entreprises, c'est une chose, et puis il y a les clients particuliers. Et donc là, on a vraiment de tout. Il y a plein d'histoires, des fois des histoires dramatiques, des fois des histoires très joyeuses. On a des personnes qui viennent parce qu'elles se font arnaquer par des brouteurs sur Internet. Et puis finalement, on leur explique les choses, on arrive à leur faire ouvrir les yeux et elles comprennent ce qui se passe. Et puis elles font volte-face et elles se sortent de ces situations malsaines pour elles ou toxiques. Et donc on est plutôt content. On a un vrai bureau de psychologues chez Bitcoin Lyon, puisque voilà, on accueille un peu tous ces problèmes-là. Des fois, on accueille aussi des jeunes geeks qui offrent des services sur Internet. Et puis, comme ils sont étudiants, ils n'ont pas forcément les moyens, bien, ils viennent échanger un peu de Bitcoin qui gagnent contre du cash pour arrondir les fins de mois, puisqu'on est aussi le seul bureau de change en France qui acceptons les espèces, donc qui faisons de l'achat-vente contre des espèces. Alors,
ça a été limité par l'AMF, vous pensez bien que c'est pas open bar, donc on a une limite de 500 € par mois et par personne, mais c'est déjà un petit combat de gagner, une petite bataille, et on est très fiers aussi de pouvoir se prévaloir de ce service. On a également des personnes, des touristes étrangers qui viennent visiter la France et qui retirent un petit peu de Bitcoin en euros pour pouvoir justement échanger. D'autres personnes issues de diaspora qui viennent acheter du Bitcoin pour renvoyer au pays, les fameuses rémittances. On a également des seniors qui viennent préparer un héritage pour leurs petits-enfants. On a également des seniors touchés par l'inflation, des seniors qui ont connu d'autres situations économiques compliquées, qui voient en Bitcoin une façon d'assurer l'avenir justement à leur descendance. Donc ça aussi, c'est des discussions très riches avec ces personnes. Enfin, voilà, vous l'aurez compris, on a tout un tas de profils qui poussent la porte du bureau pour nous rencontrer et pour acheter ou vendre du Bitcoin. Donc l'expérience Bitcoinion, elle est passionnante et justement c'est mon activité professionnelle principale. À côté de ça, certains le savent, mais je donne des cours en école de commerce sur Bitcoin, sur justement à des Master Finance, ils ont des cours d'économie bancaire, et bien on me demande d'intervenir sur une quinzaine d'heures pour justement expliquer Bitcoin, l'impact sur l'économie, que ça pourrait avoir et que ça a déjà. Et puis d'autres... donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on échange avec des profils qui sont formés à l'investissement, justement, contrairement à beaucoup de Français, on est très peu formés à la gestion financière et à la diversification de ses placements. Donc là, c'est super intéressant parce qu'on a des étudiants qui sont sensibilisés à ces thématiques et qui ont plein de questions, justement, et qui sont très orientés crypto et qui, petit à petit, au fil des 15 heures, commencent à comprendre la différence entre Bitcoin et les crypto-monnaies. Et ça, c'est ma petite victoire à la fin de ces modules de cours. On a d'autres, j'ai d'autres cours plus sur le management de l'innovation, où on va justement comprendre les technologies blockchain et faire la différence entre la blockchain Bitcoin et puis les autres, et que finalement la blockchain Bitcoin c'est la seule qui fonctionne. Voilà, on a beaucoup de cours justement par rapport à ces thématiques-là, et c'est passionnant parce que je rencontre des publics de jeunes, et je dois vous dire quand même qu'à chaque début de cours, je demande qui a déjà entendu parler des crypto-monnaies, ou est-ce que certains étudiants possèdent des crypto-monnaies, et au fil des années, j'ai de plus en plus de mains qui se lèvent, et donc je vois qu'il y a une adoption quand même qui est en marche. Et d'ailleurs, c'est aussi le sujet de ma candidature, c'est de dire on est 12% de Français à posséder des crypto-monnaies. Dans ces personnes-là, 60% possèdent du Bitcoin. Ça représente quand même, en tout ces 12%, ça représente 6,5 millions de Français. Donc on est très nombreux à être concernés par ce sujet. Et de plus en plus. Alors, dans toute cette aventure entrepreneuriale, Antoine, donc, qui était notre associé, il nous a quittés, il est parti dans une autre aventure, l'aventure Liana. Et justement, ça a un lien avec notre sujet aujourd'hui, puisque Liana, ça commence par un autre projet, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui s'appelle Revolt. Et Revolt, c'est une façon de détenir, de posséder et de gérer des bitcoins à plusieurs dans le cadre d'une entreprise. Sauf que là, le produit il est un peu en avance parce qu'il y a très peu d'entreprises à ce moment-là qui possèdent et qui gèrent des bitcoins de façon collégiale. Donc à ce moment-là, ils pivotent puisqu'ils avaient déjà levé des fonds, et ils pivotent sur le produit Liana pour assurer la transmission de l'héritage sans passer par un notaire. Et c'est quand même une petite révolution dans notre monde, puisqu'il faut dire que dans le secteur des crypto-monnaies, il y a les notaires qui louchaient énormément sur cette technologie blockchain pour pouvoir faire justement de la transmission sans tiers de confiance. Et donc là, on a un vrai wallet qui permet de transmettre de l'héritage, donc avec des technologies, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de mini-scripts qui permettent de faire ce qu'on appelle des time locks, donc à partir d'une certaine durée de temps qui a été programmée, d'envoyer automatiquement les fonds vers un autre wallet, ce qui permet aussi de se prémunir contre la perte des clés privées d'un wallet qui est un risque inhérent à la gestion de fonds en self-custody de Bitcoin.
Donc ça, c'est une aventure aussi super intéressante, puisque avec cette entreprise-là, Antoine et Kevin, ils organisent aussi BTC à Sorès, un événement auquel on participe, pour lesquels on met en place avec Bitcoin Lions la solution de paiement. Et donc, on voit bien, on fait cette expérience de recueillir des paiements et d'utiliser après ces fonds dans le paiement de fournisseurs et autres. Donc, on peut voir que, mine de rien, il y a quand même une évolution sur les usages, puisqu'aujourd'hui, on en est à réfléchir à comment on transmet des bitcoins sans tiers de confiance. C'est quand même aussi une petite révolution. Alors, là, on change un petit peu d'expérience, c'est-à-dire qu'en projet complémentaire, donc vous le savez tous, maintenant je suis de Vienne, puisque je concours justement à cette 8e circonscription de l'Isère, dont la plus grande ville est Vienne. Et quand je me suis installée là-bas, j'ai ouvert un commerce, un salon de thé, qui s'appelle Green Kiss. Et pour justement compléter l'expérience et aller jusqu'au bout, j'ai intégré Bitcoin dans les solutions de paiement. Il faut savoir qu'on a quelques paiements et on a réussi à trouver des clients, justement, qui payent en Bitcoin. Et ça nous a sauvé la mise plus d'une fois, parce que le commerce à Vienne, c'est pas toujours facile. Il n'y a pas forcément beaucoup de chalands, et parfois il y a des mois plus compliqués. Et notre trésorerie Bitcoin, parfois, aide à pallier à ce manque de trésorerie euro pour payer, par exemple, les impôts. Et ça nous est déjà arrivé. Et puis, dans cette expérience que j'aime bien, c'est que donc on rencontre des gens qui font des paiements, qui ont un peu de Bitcoin, et c'est pas toujours les gens qui viennent en meet-up, donc on en découvre des nouveaux. Et puis il faut savoir que comme j'ai une activité professionnelle bien remplie, j'ai décidé de me séparer de cette activité, et le salarié donc, qui était aux opérations dans la boutique a racheté mes parts pour devenir complètement gérant et associé de l'affaire. Et donc j'ai posé mes conditions et il m'a acheté mes parts en Bitcoin. Donc j'ai pu valoriser des parts de cette entreprise en Bitcoin, et ça c'est une expérience hyper intéressante. Et je dois dire que, vous connaissez l'expression, les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est-à-dire qu'en général, dans le business Bitcoin, j'ai pu me rendre compte qu'on avait du mal, des fois, à faire payer les gens en Bitcoin ou à valoriser justement des entreprises en Bitcoin, alors que là, chez Green Kiss, les associés sont complètement en dehors de tout ça, mais ils ont su me faire confiance et ils ont joué le jeu justement parce qu'ils savaient que c'était important pour moi, et donc j'ai réussi à les convaincre à faire cette opération-là, et ça s'est passé très très bien, et au final, c'est exactement comme vendre des parts en euros. On rédige un document, on dit que tel nombre de parts, on va les vendre pour tel nombre de bitcoins en équivalent euros, et puis tout se passe très bien, hein. Même en termes de comptabilité, vous allez le voir tout à l'heure avec le CEO de Crypto Solutions, que c'est vraiment facile de faire ça. Alors voilà, sans plus attendre, je vais inviter sur scène mes invités du panel. Donc Joe Hall, donc Joseph, que vous connaissez, qui est journaliste Bitcoin, qui a travaillé notamment pour Cointelegraph et qui anime d'ailleurs énormément de panels. Jimmy Jabali, qui est CEO de Swiss Bitcoin Pay et donc qui aide à intégrer Bitcoin comme moyen de paiement. Et Lucas Nobs, qui est directeur de Crypto Solutions et qui offre des services de comptabilité sur ce sujet-là. Alors par contre, bravo pour eux. Alors au niveau de la technique, ça serait pas mal qu'on puisse avoir d'autres micros. Merci. Ouais. Donc merci déjà à tous les trois d'avoir répondu à l'invitation. Merci beaucoup. Alors peut-être qu'on va commencer par faire un tour de table. Bon, je sais que dans l'audience on vous connaît quand même beaucoup, mais un petit tour de table pour vous présenter et présenter votre activité. Voilà, alors bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je m'appelle Lucas et j'ai fondé la société Crypto Solutions il y a 2 ans maintenant, où je propose des services de comptabilité, de fiscalité, de gestion des salaires, de domiciliation pour les entreprises crypto en Suisse et aussi pour les personnes privées pour tout ce qui est déclaration d'impôts. Voilà. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc moi c'est Jimmy Jabali, CEO développeur de Swiss Bitcoin Pay, donc l'application pour les commerces, pour que les commerces puissent accepter les paiements en Bitcoin via Lightning. Ouais, voilà. C'est un super outil. Hein. Bonjour à tous. Hello everyone. I hope you all speak English perfectly. Yeah? Yeah. Yes, thank you.
Non, mais en fait, je vais faire en français. Hein. C'est la première fois que je fais un panel en français en Suisse, même en France. Donc, je suis content d'être avec vous. Et merci beaucoup d'ailleurs à la Paradigme Bitcoin pour l'invitation. C'est vraiment une initiative chouette. Moi, c'est Joe Nakamoto. Joe Roll, il est mort il y a 3 ans. C'était un shitcoiner. C'était quelqu'un du Fiat. Je bosse dans la marque de Joe Nakamoto en tant que journaliste et créateur de contenu. Et en fait, c'est drôle parce qu'il y a 3 ans à peu près, on a fait connaissance. J'ai toqué sur la porte de Bitcoin Lyon parce que moi, j'étais aux Alpes pour faire du ski dans les 2 Alpes à côté de Lyon. Et j'ai toqué sur la porte et il y avait Jimmy, ton collègue, enfin ton cofondateur, qui m'y prenait pour un scammer. Du coup, on avait ces conversations-là et au final, j'ai terminé pour écrire un article au sujet de Bitcoin Lyon. Et j'étais très impressionné par le fait que c'est le seul qui accepte du cash. Du coup, tu peux carrément vendre du Bitcoin pour du cash, ce qui est vraiment important en termes de privacy, sécurité, etc. Et aussi le fait que c'est à Lyon, une ville que moi je kiffe. Enfin, je kiffe aussi la Suisse, hein, mais Lyon, je tiens beaucoup à cœur à Lyon parce que c'est où j'ai fait mon Erasmus il y a 10 ans maintenant. Du coup, voilà, c'est un peu ma vie. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel en tout cas. Il y a une question que j'aimerais peut-être vous poser à vous deux qui avez des entreprises, c'est-à-dire comment les clients viennent vous voir et comment ils vous connaissent. C'est-à-dire est-ce que ce sont des gens qui viennent du monde de la crypto, de Bitcoin, ou est-ce que ce sont des gens qui découvrent ça et qui finalement viennent découvrir en poussant la porte? Oui, alors pour mon cas, il y a un peu de tout. Il y a des bitcoiners curieux qui veulent en apprendre plus sur Swiss Bitcoin Pay, comment ça fonctionne, etc. Donc je leur présente volontiers avec mes slides, etc. Et puis des fois, il y a des commerçants qui en ont entendu parler, qui envoient un mail, qui bookent un créneau sur le calendrier, et puis qui sont curieux, qui veulent en apprendre plus. Et donc, j'accompagne en fait tout le monde en fait pour finalement accepter les paiements Bitcoin et puis faire bouger ces Bitcoins finalement. À travers les personnes. On y reviendra justement sur le sujet de faire bouger les bitcoins. C'est un sujet très important qui me tient à cœur également. Et pour moi, pour ma société Crypto Solutions, donc c'est une fiduciaire qui est vraiment axée pour les personnes ou les entreprises qui détiennent déjà des crypto-monnaies. Donc c'est plutôt une problématique comptable où c'est que le comptable qu'ils avaient avant comprenait mal leur activité. Ils ne savaient pas forcément comment le traiter. Et puis, ça crée de la friction qui n'était pas forcément agréable. Donc ça, c'est pour la partie Crypto Solutions. Et ensuite, on a une deuxième société fiduciaire qui est tout à fait traditionnelle, où là, des clients qui sont présents dans cette fiduciaire-là viennent me voir pour me poser des questions justement par rapport aux crypto-monnaies. Donc, un petit peu comme Jimmy, il y a vraiment les 2 cas, où il y a des personnes qui viennent de cet écosystème et il y a des personnes curieuses qui n'ont rien à voir avec cet écosystème qui viennent nous voir. Ok, c'est super intéressant. Et est-ce que vous avez vu au fil des années une progression? Je veux dire, est-ce que les affaires vont bien? Est-ce que vous avez de plus en plus de clients? Alors, pour mon cas, oui. Depuis l'année passée, c'est en moyenne une entreprise par semaine qui nous contacte pour venir client chez nous. Et au niveau des déclarations d'impôts, par exemple, personnes privées, en 2021, on en avait 12 pour toute la fiduciaire sur plus de 350 déclarations d'impôts. En 2022, on en avait une trentaine. Et puis là, on en a dans plus de 60 déclarations d'impôts. Donc il y a quand même une énorme progression. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même, j'ai vu sur BTC Map que dans le monde, il y a 110 000 commerçants qui acceptent Bitcoin. Alors bon, à l'échelle du monde, c'est quand même pas grand-chose. Mais peut-être que tu peux nous dire un mot là-dessus justement. Oui, je crois que c'est 10 000 plutôt. Pas 110 000, mais 10 000. Ça fait 10 fois moins. Dans le monde? Dans le monde, ouais. Ah non. Sur BTC Map. Ah ouais, j'ai regardé tout à l'heure, c'était 112 000. Voilà, il y a un zéro que j'ai raté, je sais pas. Mais oui, ça reste de toute façon assez peu. Voilà. Et du coup, je pense justement qu'il manquait des solutions simples, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour que les commerces puissent se lancer. Alors, il y a le sujet de Lightning qui est un peu technique, c'est difficile de gérer son propre nœud. Et du coup, il manquait, je pense, il y avait un gap qu'il fallait boucher pour que les commerçants puissent se lancer facilement. Oui, parce que la problématique, nous, pour avoir été un nœud hébergeur pour d'autres commerçants, la problématique, c'est la liquidité. Nous, on n'arrivait pas à résoudre ce problème et apparemment, toi, tu as trouvé la solution. C'est pour ça que c'est plus simple. Alors, j'ai pas la solution, je suis pas magicien, mais alors,
pour une petite parenthèse, la Swiss Bitcoin Pay, on propose une solution pour les commerçants pour recevoir des paiements. Puis on a aussi ces cartes NFC, Lightning, et ces consommateurs-là, ils payent, ils envoient des paiements. Donc en fait, les deux sont tous sur le même nœud et du coup, ça balance un peu naturellement les choses. Et sur ta solution, j'imagine qu'on peut faire une extraction complète des transactions pour envoyer au comptable, justement. Exactement, ouais, c'est ça. Et toi, Lucas, tu traites ce genre de fichiers? Alors oui, je traite ce genre de fichiers et c'est d'ailleurs un des problèmes qu'on a, c'est que le client qui vient, il aura toujours un format de fichier différent parce que s'il va télécharger son fichier depuis Binance, il aura une certaine forme de données. Sur Kraken, ça sera une autre forme de données. Et puis toutes les plateformes vont avoir des types de données qui sont complètement différents. Et puis par exemple, Binance va appeler un retrait exit. Et puis Kraken va appeler un retrait-retrait. Donc la même opération, on va avoir plusieurs noms, donc on est obligé de retraiter ces données-là à chaque fois de manière différente. Ça rend une certaine complexité, effectivement. Tu voulais rajouter quelque chose? ChatGPT. ChatGPT, apparemment c'est une super solution. Sur justement cette notion d'accepter les paiements, il faut encore qu'il y ait des gens qui payent. Et je sais que toi, Joe, c'est vraiment aussi ton activité de montrer qu'on peut payer. Ça a été aussi à un moment donné, je me rappelle, tu faisais ça, tu allais dans les bars et tu disais aux gens, allez, payez-moi une bière et je vais vous montrer que ça marche super bien. C'était un bon moyen quand même, j'ai trouvé ça super malin. Et donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur quand tu allais voir ces commerçants? Est-ce que ça marchait à chaque fois? Est-ce que des fois, parce que je l'ai vécu aussi ça, notamment à Prague, où les commerçants, ils avaient Bitcoin accepted here, et finalement, ils disaient, mais non, on a juste l'autocollant, mais on fait plus ça. Est-ce que tu as déjà rencontré ce genre de choses? Et en fait, ça, c'est lié avec les statistiques que vous partagez entre Bitsymap, parce qu'il y a pas mal de locaux, enfin de commerçants sur Bitsymap qui sont là, mais qui n'existent plus, ou même qui ont fait faillite, par exemple. Genre, il y a plusieurs bars en Europe de l'Est qui sont toujours sur Bitsymap, mais si tu regardes sur Google, il dit closed permanently, par exemple. Du coup, c'est difficile en fait c'est un peu une question de données, non? Mais si on prend l'exemple de Prague, par exemple, il y avait, oui, quelques bars qui acceptaient du Bitcoin, mais au final, c'était compliqué d'accepter, ou sinon les staffs, les employés, ils n'étaient pas formés. Et normalement, c'est une question de, OK, si le chef, il n'est pas là, on n'accepte plus Bitcoin. Mais ça veut dire que tu n'acceptes pas Bitcoin, forcément. Exactement. C'est une question d'entraînement, de comportement des bars, etc. Parce que Bitcoin, il n'y a pas de PDG, qui est quelque chose de très, très fort. Mais en même temps, ça veut dire qu'il n'y a pas de stratégie partagée entre tous les systèmes. Et par exemple, on peut accepter avec Swiss Bitcoin Pay ou avec Binance Pay ou avec Kraken. Et les gens, des fois, ils considèrent que le Binance Pay, c'est du Bitcoin. Mais en fait, ça n'a rien à voir en fait, c'est très KYC, c'est très problématique. Et genre Binance par exemple, ils avaient ajouté Lightning il y a 1 an, même moins. Coinbase, ils avaient ajouté Lightning il y a 6 mois, mais pas pour le Coinbase Commerce. Et le but de Lightning, c'est de pouvoir payer en commerce. Du coup, il y a tout ce genre de problématiques avec tout l'espace crypto. Mais si on se concentre juste sur le Bitcoin, enfin moi pour mon job, j'essaie de transformer les histoires que moi je vois ou je filme avec ma caméra sur les pièces de contenu qui sont faciles à digérer, de soit 1 minute, soit 10 minutes sur YouTube ou sur des YouTube Shorts par exemple, pour montrer aux gens, et surtout ma mère, que le Bitcoin existe, que les gens ils payent en Bitcoin et que des fois c'est même mieux que le système qui existe désormais. Enfin, par exemple, j'étais au The Isle of Man. En fait, qui connaît l'île de Homme ici dans la salle? Toi, 4 personnes. Ok, ouais, c'est une petite île paumée entre l'Angleterre et l'Irlande. Et là-bas, il y a une très belle concentration de bitcoiners et de commerçants qui acceptent du bitcoin. Parce qu'il y a aussi 0% de capital gains tax. C'est quoi en français? Pardon? Gain en capital. Ah, ok, c'est exactement pareil. Ok, le 0% de gain en capital sur le Isle of Man. Du coup, enfin, t'as pas besoin de faire des impôts si tu payes une bière, par exemple, parce que des fois, des gens, ils ont peur. Ils ont fait une x6 ou x10 sur leur investissement en termes dollars ou fiat, bien sûr, et comme ça, ils ont peur de même dépenser 5 balles sur un café ou une bière. Mais là-bas, tu as la concentration de bitcoiners très, 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 très élevée si on compare avec l'Angleterre ou l'Irlande ou quoi que ce soit. J'ai interviewé un gars qui gère un café.
Et c'est un mec qui vient de l'Hongrie, tu vois, où il y a le statut de Satoshi. Du coup, lui, maintenant, il est super orange pilé, il comprend tout, mais lui, il est entré comme un commerce parce qu'il y a 5 ans, une boîte de Isle of Man lui a contacté pour lui dire tiens, on a un nouveau système de paiement, c'est un peu comme les visas, mais c'est plus rapide et c'est moins cher. Il a dit oui. 5 ans plus tard, il est complètement orange pilé, il adore tout ce qui est Bitcoin. Et quand je lui ai demandé est-ce que tu préfères Bitcoin ou credit card ou fiat ou quoi que ce soit, il disait bah, bien sûr Bitcoin. Et je dis pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins de frais. Et c'est encore plus rapide. Du coup, quand il y a la queue, par exemple, tu tapes avec un NFC. Par exemple, moi, j'ai le NFC dans la bague, donc j'ai même pas besoin de sortir le téléphone ni la carte bleue. Et ça, c'est aussi quelque chose qui existe dans le Bitcoin qui n'existe pas encore dans le système fiat. Du coup, lui, il est très, très content. Et ça, c'est dans un pays très, très développé avec une infrastructure de taxes très, très développée aussi. Mais si je compare mon expérience là-bas avec mon expérience dans le tiers-monde, je ne cherche pas d'autres mots pour expliquer, enfin, les pays comme le Pérou ou le Sénégal ou l'Afrique du Sud ou enfin, même le Cuba, où j'ai fait aussi les documentaires par rapport au Bitcoin. Là, le Bitcoin existe comme un vrai... c'est un outil pour survivre. Parce qu'ils n'ont pas de banque et ils n'ont pas le droit d'être bancarisés parce qu'ils n'ont pas de certificat de naissance, ni preuve d'emploi, ni preuve d'appartement ou logement. Du coup, pour eux, le fait de devenir une banque comme ça, avec un wallet Lightning, ça change complètement leur façon de penser et leur façon de vie. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'exemples à partager, mais peut-être... Oui, mais de toute façon, on va revenir un à un sur les exemples parce qu'ils sont à la fois très différents et très enrichissants. On apprend énormément. Déjà, il y a quelque chose qu'on comprend à travers toutes les expériences que tu as observées, c'est qu'il y a quand même des foyers d'adoption et qu'il y a des synergies positives. C'est-à-dire que si quelqu'un commence à accepter Bitcoin et qu'on voit que c'est profitable, bah, finalement les voisins et l'entourage et ça crée comme ça tout un tissu économique. C'est vraiment l'expérience, je pense, que tu as eue au Pérou. Moi, je suis tes travaux sur les réseaux et je vois qu'au Pérou, il y a tout un tissu économique vertueux qui a été créé, notamment par l'appui d'une ONG. Donc voilà, ça c'est un des sujets peut-être qu'on abordera un petit peu après. Il y a, justement, c'est sur la typologie de clients d'affaires qu'on évoquait, surtout dans les pays développés. Et on disait tout à l'heure, accepter ce genre de moyens, ça impliquait aussi la formation des salariés. Parce que la plupart du temps, c'est le patron qui possède le wallet. Il n'a pas forcément pris le temps de former ses salariés. Est-ce qu'il en a la compétence aussi? Parce que des fois, on a un niveau d'utilisation qui est suffisant, mais après, expliquer à quelqu'un d'autre, c'est encore autre chose. Et je pense que ça doit avoir une incidence sur la typologie de vos clients. Parce que moi, ceux qui viennent, par exemple, chez Bitcoin Lyon, les professionnels, acheter du Bitcoin, ce n'est pas des entreprises qui vont partager à plusieurs un wallet. Ce sont des indépendants, des artisans. Voilà, c'est une certaine typologie. Est-ce que vous confirmez? Juste un truc à rajouter. Des fois, je me demande en fait si le chef il veut pas que ses employés sachent comment utiliser Bitcoin parce que ça va directement dans sa poche. Oui, mais je crois que justement, t'as pas trouvé une solution par rapport à ça pour les tips des salariés ou je sais pas. Alors les tips, c'est pas encore, c'est un spoiler, mais mais non, mais il y a une fonction QR code en fait où les employés peuvent scanner le QR code en effet et puis ils peuvent encaisser directement et ils ont jamais accès au fond en fait. Les employés peuvent encaisser mais ils peuvent jamais envoyer. D'ailleurs même le patron avec l'app Bitcoin Pay, même si on lui vole son téléphone, on ne peut pas retirer de Bitcoin. C'est une app uniquement pour encaisser. Je sais pas si... Ouais, si, c'est un premier élément de réponse. Et puis nous, pour les clients, par exemple, on a un bar où on va régulièrement, toutes les 2 semaines, pour organiser les meet-up dans le canton du Jura. Eux, ils sont encore frieux. On essaye de les convaincre. Mais ce qui leur fait peur, c'est qu'ils ont beaucoup de personnel. Du personnel qui tourne beaucoup. Et puis en fait, ce qui leur fait peur, c'est de devoir former du personnel. C'est ça qui fait le plus peur. Alors qu'au final, la formation, une fois qu'on l'a fait, qu'on connaît le système, finalement, ils n'ont pas besoin de savoir comment ça fonctionne Bitcoin pour montrer un QR code à un client. Voilà, alors ça justement, c'est ce qu'on leur montre, on leur fait des démonstrations. On a déjà fait la démonstration aussi avec Jimmy et puis avec Swiss Bitcoin Pay. Et puis là, maintenant, après 2 ans, ils commencent à y réfléchir. Est-ce que toi, Lucas, est-ce que tu as des clients où ce sont des entreprises, sont plusieurs associés et ils possèdent justement du Bitcoin? Et si oui, quelles solutions ils ont trouvées pour sécuriser un petit peu leur Bitcoin? Alors, de manière très générale, c'est du self-custody. Et puis, c'est du signature unique. Donc, c'est un seul associé
qui va gérer les fonds. Et c'est très rare, je crois que j'ai aucun de mes clients actuels qui n'a de multisig sur ses fonds, et il n'y a pas de gestion qui se fait à plusieurs. C'est vraiment toute la difficulté. Parfois, on se dit qu'il vaut mieux faire confiance à un des associés. Bon, on lui fait confiance, de toute façon, on est en affaires, plutôt que d'avoir un multisig qui peut engendrer plus de problèmes par la suite. Alors, il y a déjà ça, oui. Et puis, beaucoup de personnes, en fait, il n'y a que l'associé unique qui s'intéresse et puis qui va gérer les paiements en Bitcoin. Et puis après, le reste des employés s'occupent des tâches administratives, vraiment fonctionnelles de l'entreprise. Et entre parenthèses, le Bitcoin, c'est le patron qui gère. Et puis surtout, ça je le vois quand moi je fais le bouclement. En fait, pour demander les transactions Bitcoin, je suis obligé d'attendre que le patron me transmette en fait l'extrait que lui fait. Les employés ne savent même pas le faire. Donc voilà. Oui, ça montre un peu l'ampleur justement, ou en tout cas le périmètre qui est accordé à Bitcoin dans l'entreprise. Est-ce que tu as des success stories d'entrepreneurs qui ont investi, qui ont diversifié leur patrimoine en Bitcoin et puis qui se retrouvent justement avec une entreprise florissante puisque les années passant, voilà, ils sont gagnants? Alors, pas vraiment, parce que les clients qui viennent chez moi, c'est plutôt des clients crypto-natifs. Donc, c'est pas forcément le cas. Mais il y a quelques années, il y avait une grande entreprise qui était venue, qui était cliente dans l'entreprise où je travaillais. Et puis, eux avaient diversifié de la trésorerie, justement, en Bitcoin. Et puis, dans mon souvenir, c'était aussi du Litecoin. Donc, dommage pour eux. Même question, je pense, pour Jimmy. Est-ce que tu as des success stories de clients qui sont venus pour accepter les paiements en Bitcoin et qui se retrouvent avec une trésorerie confortable qui peut pallier à des difficultés, un peu comme j'ai partagé tout à l'heure? J'ai pas de retour à ce niveau-là, mais certainement. Après, c'est une solution aussi très récente, qui a moins de 2 ans, donc il n'y a pas eu encore un gros bull market, donc pour l'instant, pas encore. Ok, merci beaucoup. Justement, sur les retours d'expérience commerçants, je voulais revenir sur l'observation que tu avais pu faire au Pérou. Est-ce que c'était difficile pour les commerçants d'accepter Bitcoin? Est-ce qu'ils avaient dû être incités d'une certaine manière? Comment ça s'est passé là-bas? Ok, j'aime bien la question. Du coup, j'étais au Pérou il y a 6 mois maintenant. Et pour expliquer, pour répondre à la question, il faut un peu comprendre le contexte du Pérou. Du coup, c'est une économie du cash, enfin l'une des économies le plus cash du monde, on va dire. Et c'est pas que personne, 70% des gens qui habitent à l'extérieur de la Lima sont pas bancarisés. Du coup, tout est dans le cash et il y a beaucoup de Péruviens qui dorment chaque nuit avec du cash en dessus du lit ou sans cash du tout. Parce qu'il n'y a vraiment pas une culture de faire des économies ou de penser à l'avenir différemment. Et aussi, c'est pour ça que la Covid au Pérou a été très, très frappant parce qu'il y avait personne en fait qui avait de l'argent à côté quand les gouvernements ils ont dit non, vous arrêtez de travailler. Du coup, quand on était arrivé là-bas, moi j'étais préparé, mais pas assez préparé pour ce que j'attendais voir par rapport à la pauvreté que j'ai vue et aussi par rapport à la réussite du Bitcoin dans les petits villages paumés, dans les extrémités de, par exemple, les montagnes, j'ai zappé le nom des montagnes. Machu Picchu? À côté de Machu Picchu, mais les Andes, les Andes. Les Andes? Ouais, les Andes. Les Andes, allez. Du coup, il y a un exemple d'une commerçante dans le village de Caraballo, qui est à 2 heures de Pérou. C'est un village qui a rien à voir. C'est des petite maison avec un toit comme ça, et c'est vraiment, enfin, il n'y a pas de rue, vraiment, il n'y a pas de nettoyage, ni rien n'est propre. Tu vois les gens qui sortent les téléphones, parce que tout le monde a un smartphone, même si les gens sont pauvres, ils ont quand même des smartphones, et ils sortent des smartphones, ils payent pour des choses en Bitcoin. Et ça te surprend de voir ça, parce que nous, quand on pense de ça, on pense peut-être à El Salvador et les Andes, et des fois on voit ça, on est en mode, ok, c'est de la propagande de Bitcoin, mais là, il y a une telle réflexe à payer en Bitcoin, que même quand c'est midi ou 13 heures, tu vois, le soleil commence à taper très, très fort, les gens, ils savaient où aller dans le coin du magasin
pour pouvoir scanner le QR parce que le soleil était tellement fort et les caméras qu'ils ont sur les appareils photo sont tellement nuls en fait. Du coup, quand j'ai vu ça et ce genre de comportement, je comprenais en fait, ok, ils utilisent du Bitcoin comme si c'était la portefeuille, comme si c'était du cash. Et quand tu parles avec les gens des conséquences d'utiliser du Bitcoin et de sauter du cash jusqu'à Bitcoin, c'était du jour et nuit. Enfin, ils parlaient de la sécurité parce qu'il y a tellement des tas de violence dans ces villages, surtout Vol, d'agression. contre les femmes surtout. Et une fois que les femmes, ils ont trouvé ce genre de souveraineté, ce genre d'indépendance, de pouvoir balader dans la rue avec du Bitcoin dans un Lightning Wallet et ne pas avoir du cash dans la poche. Même juste des vols un peu inconnus, enfin les vols de hasard, ça n'existait plus. Et, enfin, pas plus, mais ça existait beaucoup moins. Et il parlait de la rapidité, le fait qu'il y a moins de frais, et aussi un problème que des fois, on tombe sur ce genre de problème, peut-être en Suisse, parce qu'il y a pas mal de commerces, j'ai vu ici, qui acceptent que du cash. Des fois, ils n'ont pas du bon cash. Par exemple, si moi, je paye en euros, j'ai eu ce problème ce matin, que j'étais à un café, j'ai payé en euros, ils n'avaient pas les espèces en euros, ils me donnaient en CFA, pas en CFA, francs suisses, pardon, et pas en Afrique de l'Ouest. Et du coup, ils me donnaient la bonne monnaie en francs suisses. Et moi, je voulais les euros parce que demain, je rentre à Lisbonne. Et là-bas, il y a toujours le problème de les grandes espèces et d'avoir la bonne monnaie. Du coup, des fois, il faut rejeter les achats parce que tu n'as pas la bonne monnaie. Même si tu veux acheter une bouteille d'eau ou même si c'est un truc plus grand, tu ne peux pas parce qu'il n'y a pas assez de pièces dans la caisse. Du coup, c'est ce genre de contexte, ce genre de problème que les gens de Pérou, et j'ai vu ça aussi dans l'Afrique du Sud, dans les townships, c'est comme les favelas ou comme les slums, on dit en anglais. Là-bas aussi, tu as toujours les problèmes de cash, toujours les problèmes de monnaie, parce que le cash, c'est bien quand tu es dans une ville comme, comme la Chaux-de-Fonds, où il n'y a pas beaucoup de problèmes dans la rue. Mais là-bas, c'est comme... Et là, je m'explique très très mal, désolé, mais je vous encourage à regarder les vidéos que j'ai faites par rapport à ce sujet. C'est pas juste pour chiller, mais c'est aussi pour don't trust, verify, tout ce que je dis sur scène. Parce que les histoires qu'ils m'ont racontées, c'est... Moi, j'ai terminé les journées là-bas, j'ai appelé ma copine en pleurant, en disant le Bitcoin, c'est vrai, ça va complètement changer la vie, et c'est pas que pour les... genre moi, je me suis devenu quelqu'un qui avait beaucoup de banques, et là, qui a presque une banque. Bitcoin, ça banks the unbanked et debanks the banked aussi. Et là, je vois avec mes propres yeux que ça bank the unbanked, et du coup, il y a un vrai potentiel là. Vrai potentiel. Je trouve que ce travail d'observation, il est vraiment important d'aller sur le terrain parce qu'on a beaucoup de croyances et il y a beaucoup de détracteurs de Bitcoin qui, sur les plateaux, vont dire que Bitcoin n'est pas utile et il sert à rien. Et quand on entend ce genre de témoignage, on peut plus. C'est un vrai plaidoyer pour l'utilité de Bitcoin. Et là, tu parles du Pérou et c'est vrai qu'on dit, on prend souvent l'exemple que Bitcoin c'est une monnaie universelle pour utiliser dans le monde entier. Et nous, on est des Occidentaux, en voyageant beaucoup, donc on se dit c'est bien, ça va m'éviter le taux de change, même des entreprises, ça peut les prémunir contre le risque de change de devise. Mais là, on voit aussi qu'il y a des situations, il y a des pays où il y a plusieurs devises qui coexistent, comme tu le précisais, et que Bitcoin, c'est une bonne solution à ça. Je trouve que le cas du Pérou, il est vraiment enrichissant. Il y en a un autre aussi qui m'avait marqué, c'était le reportage de Cuba. Surtout que, pour le coup, j'ai été au Pérou et j'ai été à Cuba aussi, avant que ce genre de choses se démocratise. Et à Cuba, il n'y a pas Internet. Donc, comment ça se passe justement concrètement? Parce que quand j'ai vu le reportage, je me posais encore quand même beaucoup de questions sur mais comment ça marche là-bas? C'était au Cuba quand? En 2016. 2016, du coup, Internet venait au pays là. Ouais, il y avait à la Havane, quelques hotspots où tous les gens étaient rassemblés. D'ailleurs, tu les voyais et tu disais là, il doit y avoir Internet avec le Wi-Fi. Tu payais 2 € pour 1 heure de connexion. Exactement. Quoi. Et le gouvernement te surveillait et te regardait pendant que tu étais en ligne. Exactement. Ouais, parce que c'est complètement communiste, autoritaire. Voilà. Du coup, mais c'est drôle parce que le gouvernement avait Internet à Cuba en 2013, et ça je savais parce qu'il y a un des gars dans le documentaire que je fais par rapport au Cuba qui aidait le gouvernement, enfin en fait tout le monde travaille pour le gouvernement, du coup lui il faisait partie du télécom pour le gouvernement. C'est lui en fait qui a fait entrer le Internet au Cuba, et lui en fait il a lu le white paper de Satoshi en 2014. Du coup c'était l'un des premiers Cubains de lire ce white paper, et du coup lui en fait il a commencé à stacker de côté parce qu'il savait en fait, il voyait le futur de cette monnaie, une monnaie qui n'appartient pas au gouvernement, et comme lui il voyait parce que
pendant le temps que toi, tu étais au Cuba, il y avait 2 monnaies différentes, le CEC et le Exactement. CEP. Du coup, le CEC, c'était éradiqué en 2019 ou 2020, si je ne me trompe pas. Du coup, moi, la première fois que j'ai visité à Cuba, c'était 2019. Et j'ai vu aussi ce système de 2 monnaies. Du coup, il y avait le taux d'échange officiel du gouvernement, qui est bien sûr un mensonge, parce que c'est le gouvernement communiste qui monte tout le temps. Et après, tu avais le taux d'échange de la rue. Et en 2023, quand j'ai visité, c'était pour but d'expliquer en fait tout ce qui se passe autour du Bitcoin dans le Cuba. Et est-ce que le Bitcoin représente-t-il une vraie solution pour les Cubains? Parce que j'ai lu le livre de Alex Gladstein qui s'appelle Check Your Financial Privilege. Il y a un des chapitres qui se concentre sur la communauté de Bitcoiners au Cuba. Et moi aussi, je voulais Don't Trust Verify, ce que j'avais lu dans le livre. Du coup, j'y vais là-bas et il y a un truc que je devrais dire, c'est que le journalisme au Cuba, c'est illégal. Du coup, moi, je suis arrivé en tant que touriste et il y avait quelques histoires où les espions cubains nous ont suivis, mais pas pour l'harcèlement, c'était plutôt pour envoyer un message pour dire on vous surveille, on vous surveille, on vous voit. C'était juste pour un peu la pression. Mais après, pour vraiment parler du Bitcoin là-bas, du coup, maintenant, il y a Internet dans tous les smartphones, même si les smartphones sont de 20, 30 dollars. Et j'ai une expérience dans un petit marché où les commerçants avaient des smartphones de 2014, 2015 avec les écrans cassés, mais quand même, ça servait pour envoyer des messages et partager des memes. Parce que ça, c'est comme ça que ça se divulgarise les smartphones partout dans le monde. Et après, je voyais qu'il y a des gens qui stackent des sats sur Lightning. Une fois qu'ils ont un UTXO assez grand, ils passent sur Base Chain. Du coup, il y a une forte... Parce que les Cubains sont super bien éduqués, parce que l'éducation est gratuite jusqu'à niveau du master, même voire plus. Du coup, tu as un pays de gens qui n'ont pas été connectés à Internet jusqu'à récemment, qui sont super bien éduqués, qui sont super adaptés, qui sont super... comment dire ils savent survivre. Parce qu'ils existent dans un système de communisme où, enfin, quand on parle de communisme, c'est la théorie, mais la pratique, c'est complètement différent. Enfin, même quand on parle de la nourriture ou du système d'infrastructure là-bas, c'était ligne officielle et après la réalité des choses. Du coup, ils existaient toujours dans ces 2 systèmes. Du coup, ils sont très, très, très préparés pour le nouveau monde du Bitcoin. Par contre, avec beaucoup de contraintes, parce qu'il y a aussi l'embargo des États-Unis, qui est en fait quelque chose de cool parce que tu n'as pas Binance, tu n'as pas Kraken, tu n'as pas Coinbase, du coup tu n'as pas les shitcoins en Cuba. Du coup les bitcoiners que j'ai rencontrés à Cuba sont plutôt des maxi. Il y avait quand même quelques shitcoiners parce que partout dans le monde tu ne peux pas éviter les shitcoiners. Et en plus je les en veux pas parce que tu as une monnaie au Cuba qui a un taux d'inflation à peu près 100% par an. Donc, c'est impossible de faire des économies. Par exemple, Katria, dans l'histoire, le documentaire, elle m'a raconté l'histoire de ses parents qui voulaient prendre leur retraite en achetant une maison. Et quand c'était le moment de prendre leur retraite, ils n'avaient pas assez d'argent pour acheter un vélo. Du coup, et elle, avec ses bitcoins d'à côté, elle lui expliquait en fait, et là, ils sont très, très, très orange pilés. Mais aussi, tu as la peur du gouvernement derrière. Du coup, moi, j'ai plus de droit de visiter à Cuba. C'est mort. Je vais avoir un accident de voiture, il y aura un problème dans la rue ou quoi que ce soit, parce que le journalisme que nous, on a fait là-bas, c'était illégal. Mais quand même, il y a un très bel avenir pour le Bitcoin au Cuba, grâce au travail que les gens ils ont fait sur place et aussi l'aide des gens autour de Cuba. Juste un dernier truc à dire sur le Cuba, c'est que My First Bitcoin ou Mi Primer Bitcoin, le programme qui est né en El Salvador il y a 2 ans, c'est gratuit, tu peux faire ça dans peu importe la ville de la France ou Suisse où vous êtes. C'est un programme que tu peux suivre et là ils ont 3 cours en cours maintenant au Cuba, dans 3 villages différents, et c'est la 3e ou 4e graduation qu'ils font. Du coup, c'est très, très, très rapide le progrès qu'ils font, même si c'est dans l'un des systèmes les plus
mal. Autoritaire, ouais. Ouais, Mais mal. c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on voit que quand les gens ou les économies ou les pays sont dos au mur, ils vont beaucoup plus vite vers ce genre de solution. Nous, on a du mal parfois à justement adopter ces technologies, on a même du mal à percevoir l'utilité, mais quand on voit ces exemples-là, ou même d'autres exemples qui étaient documentés par exemple par Arte, qui disait que les femmes en Afghanistan, elles n'avaient plus le droit de sortir de chez elles, elles fournissaient des services informatiques en ligne, elles se faisaient payer en bitcoin et elles devenaient la source de revenus principale et elles gagnaient le respect de leur famille. Là, quand on voit ce genre d'exemple, on ne peut plus nier l'utilité de bitcoin. Donc ça, je trouve que ça, c'est vraiment parlant. Je ne sais pas s'il nous reste beaucoup de temps, mettre du temps. Quelle heure il est? Non, là, il faut qu'on conclue, c'est ça? Et s'ils sont contents, bah, on continue, non? Je sais pas. Mais justement, peut-être un dernier mot sur une anecdote chacun sur l'utilité de Bitcoin pour aller contre les détracteurs sur ce sujet-là. En fait, j'ai assez parlé. Ouais. Déjà, pour les entreprises, même en Suisse, il y a des entreprises qui se voient refuser l'ouverture de comptes bancaires. Donc, typiquement, pour ces entreprises-là, ça leur sert d'encaisser, de se faire payer en Bitcoin et de pouvoir payer eux-mêmes des factures ou des salaires en Bitcoin. Il y a des entreprises aujourd'hui en Suisse qui sont 100% en Bitcoin, 100% de la trésorerie. C'est super intéressant. En tout cas, merci beaucoup à tous pour vos présentations, vos témoignages et vos retours d'expérience. C'était vraiment passionnant. J'étais ravie de vous avoir avec moi sur cette table ronde. Merci à tous d'être venus et j'espère que vous avez apprécié ces échanges autant que moi. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi. Vous voulez qu'on fasse une séance de questions-réponses Oui, si tu veux, oui, on peut faire questions-réponses. Il y a une question, je crois. Attends, je vais laisser. Vas-y, vas-y. Là, elle est où la question? Ça sert pas à grand-chose. Bonjour, merci beaucoup pour tous ces retours d'expérience et cette super table ronde. Joe, vous avez parlé un peu de la limitation d'Internet dans les pays émergents. Je sais que Jim, avec les cartes Bolt par exemple, peut payer finalement sans avoir Internet. J'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu des solutions pour démocratiser Bitcoin là où en fait, il n'y a pas Internet, où il y a des vraies limitations. Tu parlais des smartphones qui sont cassés avec les caméras nulles, ce genre de choses. À quel point on a des limitations techniques encore aujourd'hui pour accepter Bitcoin et comment on les overcome? Alors c'est vrai qu'il y a les solutions Bolt Card, donc c'est les cartes NFC comme les cartes Visa, Mastercard, mais sur le réseau Lightning. Et effectivement, ces Bolt Card, elles n'ont pas besoin de réseau Internet pour payer, elles n'ont même pas besoin d'électricité, c'est encore un autre problématique peut-être. Donc juste scanner, ça suffit à payer. Donc tu parlais tout à l'heure du problème de scanner le QR code avec le soleil. Si tu as une Bolt Card ou ta Ring, tu peux aussi la scanner avec NFC. Ça, c'est un premier point. Et puis, il y a un truc sur le réseau Lightning. Le commerçant qui reçoit, s'il n'a pas de réseau temporairement, c'est techniquement possible sur Lightning de créer une invoice sans être connecté à Internet. Par contre, le payeur doit être connecté. C'est lui qui fait en fait un espèce de pont. Et il reçoit un code qu'on doit valider sur le terminal du commerçant. Donc, il y a des solution technique, mais il y a au moins une des deux parties qui doit forcément être connectée à Internet. Ça peut résoudre une partie des problèmes peut-être. J'ai une solution à ajouter si tu veux. Et aussi je peux dire que avec le LNURL withdrawal, parce que ça marche avec ça, les cartes aussi. Moi, je peux avoir le téléphone dans la poche, c'est pas connecté, par exemple, et ça marche très très bien. J'ai même acheté une bière pour Daniel au bar l'autre jour, ici en Suisse, comme ça. Et il y a un truc en Afrique, parce que c'est vrai que nous, on est très très fort à créer les solutions pour les Européens et pour nos voisins et tout, mais en Afrique, ils ont des contextes et des thématiques complètement différents. Il y a un truc qui s'appelle Machankora, qui vient de l'Afrique du Sud, et il y a un gars, en fait, un ami qui s'appelle KG, qui avait créé cette technologie, et ça marche avec les dumb phones ou les petits Nokia 80 quelques, par exemple. Et en fait, là, tu tapes le H99, quel que soit le truc, et après, tu takes les numéros. Et je ne sais pas comment ça marche techniquement parce que je ne suis pas du tout technique, mais je l'ai fait plusieurs fois. Et tu peu importe le téléphone, même si c'est au Kenya, Malawi, l'Afrique du Sud, je crois que c'est au Nigeria, moi je ne suis pas sûr, tu peux envoyer du bitcoin à un message et eux ils reçoivent un SMS où ils peuvent télécharger les sats et après les utiliser.
Et ça, tu vois régulièrement dans les économies circulaires de l'Afrique du Sud et aussi dans Malawi et je crois aussi au Mozambique. Par exemple, il y a un gars qui s'appelle Georges qui a il a reconstruit sa maison qui était détruite par un typhoon il y a deux ans. Et maintenant, j'ai un pote qui lui rend visite pour documenter tout ce qu'il fait là-bas. Et lui, il avait Machankura pendant un petit temps. Maintenant, il a un smartphone de nouveau. Du coup, il a fait ce pas de progrès d'avoir les sats dans un Lightning Wallet au lieu d'avoir sur le téléphone. Du coup, il y a des vraies solutions qui sont parfaites pour ce genre de contexte. Mais on a besoin de plus en plus de ce genre de solutions. Parce que c'est vrai que pas tout le monde n'a pas un smartphone et je crois que la pénétration en Afrique, dans tout le continent de l'Afrique maintenant, c'est à peu près 50%. Et les gens, normalement, ils ont trois téléphones, dont un peut-être est un smartphone, les deux autres sont des dumb phones. Du coup, oui, Machankura et l'autre c'était Bolt Card. Voilà. Ok, merci. Alors, juste pour vous préciser, il nous reste 20 minutes. On a encore 20 minutes. On est vraiment dans les clous, donc lâchez-vous sur les questions. On a encore largement le temps. Profitez de les avoir. Merci. Alors déjà, fact-checking, il y a 11 209 shops sur Vitissime. Une question pour Lucas et puis une question pour Joe. Pour Lucas, par rapport aux entreprises qui sont 100% Bitcoin, faut savoir qu'en Suisse, dans certains cantons, c'est possible de créer une entreprise et d'avoir l'apport de capital dans un compte de consignation en Bitcoin. Est-ce que dans le scénario purement hypothétique, où on crée une SARL, on va apporter du capital en Bitcoin, et là, soudain, Bitcoin fait x5, et donc j'ai l'équivalent maintenant de 100 000 francs suisses. Est-ce que je peux convertir cette SARL en société anonyme sans apport de capital supplémentaire ? Alors, quand tu vas créer ta SARL, tu vas avoir d'une part tes 20 000 qui seront apportés en Bitcoin et de l'autre côté, tu auras de la liquidité en Bitcoin. Quand le Bitcoin va prendre de la valeur, en fait, c'est ta liquidité qui va augmenter et c'est tout ce que ça va être. Au final, ton capital, tant que tu n'as pas bouclé l'année, il n'aura pas augmenté. Mais au 31 décembre, si au 31 décembre, le Bitcoin a effectivement fait x5 et que tu fais un bénéfice de 80 000 francs, tu pourrais avoir les fonds propres pour faire une augmentation de capital, effectivement. Mais sur ces 80 000 francs de bénéfices, il y aura les impôts à payer, il y aura différentes choses à payer. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Ok, merci beaucoup. Et pour Joe, peut-être plus... Non. Je suis nul à ça. Non, c'est une autre question. C'est plus par rapport à, disons, l'espace artistique qu'il y a autour de Bitcoin. Ces dernières années, on a vu pas mal de documentaires et de courts-métrages fleurir. Il y a 10 ans, il y avait un documentaire qui s'appelait The Rise and Rise of Bitcoin, qui était très bien, mais qui était un petit peu tout seul. Aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres. Toi qui évolues dans ce monde-là, comment tu vois cette évolution ? Et est-ce que tu as un ou deux exemples de courts-métrages ou de documentaires qui ont pour toi beaucoup d'impact et qui peuvent bien aider à orange-piler les gens ? Que moi j'ai créé ? Pas forcément. Peut-être, éventuellement. J'aime bien. Pour moi, j'aime bien la question, merci. Pour moi, mon préféré, c'est toujours The Human Bee. C'est en Allemagne, mais il y a sûrement les allemanophones ici dans la salle. Parce que ça montre l'aspect d'humanité du Bitcoin et comment ça vous transforme. Parce que, comme il dit le mème, le meme, You don't change Bitcoin, Bitcoin changes you. Et c'est vrai, j'ai vu ça dans plusieurs de mes rapports personnels avec les gens qui travaillent dans le Bitcoin. Ils changent tous, ils se développent tous, ils deviennent tous des très bons humains. Et le Human Bee, ça montre, je crois que c'est 1 an de la vie d'un Allemand qui explique pourquoi il a choisi Bitcoin, etc. Il y a aussi Gigi, l'un des fameux écrivains et anonymes de Bitcoin qui apparaît dans cette histoire. Et c'est très, très, très bien filmé. Après, je vais chiller l'un des miens qui s'appelle Off-Grid Steve. L'histoire d'un Anglais qui avait vendu sa maison il y a 4 ans pour vouloir acheter pas juste du Bitcoin, mais aussi pour acheter ou investir dans un projet de science où il a converti sa maison dans une maison de minage du Bitcoin. Et c'est encore plus fou parce qu'il crée du Bitcoin avec les panneaux photovoltaïques et c'est dans l'Angleterre.
où bien sûr il pleut tout le temps, il n'y a jamais de soleil. Du coup, il a quand même réussi à vivre complètement hors grid. Du coup, il ne consomme pas d'électricité du tout du gouvernement. Il gagne à peu près 15 € par jour. Il charge son Tesla, sa télévision, son espace d'ordinateur et tout avec les panneaux. Et après, tout ce qui reste, ça va dans les minages de Bitcoin. Et c'est devient plus intéressant parce que c'est le chauffage du Bitcoin, parce que quand tu branches un mineur, ça fait beaucoup de bruit et beaucoup de chaleur. Du coup, avec ça, en fait, il a créé un système où le mineur, c'est à l'extérieur de sa maison et il dirige la chaleur en dessous de la maison, comme ça il y a le chauffage sous-sol. Et après, avec le deuxième mineur, il a créé ce sorte de tentacle comme un méduse qu'il dirige dans la maison. Et pour moi, j'aime bien ce documentaire parce que ça montre que le Bitcoin, c'est plein des geekos, plein des nerds, plein des gens qui sont très, très, très passionnés par ce sujet. Et c'est pour ça qu'on gagne, parce qu'on est tellement passionnés. On est prêt à vendre nos maisons, vivre dans une petite maison où on convertit ça dans un projet de science et de voir ce que ça donne. Et maintenant, il a en fait pris toutes ces données pour savoir faire si les maisons de l'avenir, est-ce que eux, ils vont être chauffés par le minage de Bitcoin. Et je crois que c'est vrai. Enfin, tout ce qui peut être chauffé va être chauffé par les mineurs de Bitcoin d'ici peut-être 10 voire 20 ans. Du coup, le Human Bee and Off-Grid Steve, si tu tapes sur Google. Moi, celui que je montre le plus souvent aux étudiants, c'est le mystère Satoshi, parce que pour des no-coiners, il explique tout, de la genèse aux enjeux et aux impacts, et je le trouve passionnant et super bien fait. Lequel? Le mystère Satoshi Le documentaire sur Arte, non? Ouais, c'est exactement celui-là. Ok. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il n'est pas disponible sur YouTube dans tous les pays. Il y a des pays où il est bloqué. Ouais, une des pays d'Afrique où il est bloqué. Merci. Une question pour Aurore. Merci beaucoup pour votre travail avec Bitcoin et bon courage avec la carrière dans la politique. Merci. Est-ce que vous pouvez accepter des fonds en Bitcoin pour une campagne politique? Alors, pour la campagne actuelle, non. Comme c'est la première fois je parle sous surveillance. Comme c'est la première fois qu'on fait cet exercice-là, on s'est autofinancé et on s'est géré nous-mêmes et on voulait pas prendre de risques. Mais à l'avenir, pour justement peut-être construire un mouvement, on va voir qui est motivé, on va voir si on a lancé cet appel de candidature, on va voir si ça fonctionne pour co-construire un mouvement et à ce moment-là, on mettra sûrement en place justement voilà, une récolte de dons. Merci. Et c'est possible pour les internationales pour contribuer? Bien sûr que ça sera possible puisque c'est Bitcoin, on n'a pas de frontières sur Bitcoin. Parfait. Sophia? Alors j'ai une question pour Joe. Ça n'a rien à voir avec le table ronde. C'est juste, est-ce que tu pourrais me rendre mon chargeur d'ordi? Oui, c'est comme si c'était fait. Merci d'ailleurs. Petite question que ce soit à Cuba ou bien à l'achat de fonds, il n'y a pas l'air d'avoir de réels inconvénients à utiliser Bitcoin plutôt que des fiat. Alors est-ce qu'aujourd'hui, il manque encore des technologies ou bien on n'est plus qu'à de l'éducation? Il manquerait plus que l'éducation pour avoir une réelle adoption de Bitcoin auprès de la population. Alors, moi, le point que je répondrai, après je peux vous passer le micro, mais c'est une question surtout d'éducation, de compréhension du système actuel, financier, bancaire, avec toutes les restrictions, les KYC à l'infini que ça implique. Pour moi, c'est le premier vecteur, et du coup, les initiatives comme ce que fait Roxy avec Plan B Network, c'est pour moi le premier vecteur le plus puissant, en plus dans plein de langues différentes. C'est le vecteur le plus puissant pour avant d'onboarder, il faut comprendre le système actuel et comprendre les problématiques et comment Bitcoin les résout. De différentes manières, selon les pays d'ailleurs. Bitcoin résout beaucoup de problèmes différents dans différents pays. Donc pour moi, c'est vraiment le premier vecteur. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire.
Au niveau de l'UX, de payer en scannant un QR code, je trouve que ça c'est nul en fait. Là on a tous contactless ou Apple Pay, ou Android Pay, quoi que ce soit, et tu payes dans 2 secondes. Du coup, il faut que tous les paiements en Bitcoin soient en NFC ou tap and pay, parce que sinon, je trouve que ça, même quand on commence à filmer et nous en train de scanner un QR code, et comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, ça marche pas quand il y a beaucoup de soleil. Du coup, c'est pas fait pour les pays, dans le Sahara par exemple. Du coup, je crois que là, il faut aborder ce point de UX. Et après, oui, ça revient à l'éducation, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous dans la salle aussi, vous avez le problème de c'est difficile de parler entre amis par rapport au Bitcoin. Il y a quelques-uns qui sont intéressés, il y a quelques-uns qui sont des murs qu'il ne faut pas approcher, et il y a quelques-uns qui sont déjà un peu enrichis. Mais ça fait 15 ans d'existence qu'il y a du Bitcoin, ça fait 5 ans dans mon groupe de potes d'enfance qui savent que je suis Bitcoiner, que je fais des vidéos tout le temps par rapport au Bitcoin, et j'envoie ces vidéos à eux, et des fois ils laissent le message sur lu, et c'est comme ça. Du coup, est-ce que c'est une manque d'éducation? Est-ce que c'est la flemme? Est-ce que c'est qu'ils ne m'aiment plus? Je ne sais pas en fait, mais j'ai vraiment du mal à bien répondre pourquoi on est là et on devrait être là. Parce que moi aussi, des fois, j'ai de l'impatience et je suis en mode, mais pourquoi on n'est pas bitcoinisé? Parce qu'on sait tous que c'est la solution. On a vu le système fiat, ça marche pas. Il y a Bitcoin qui marche beaucoup mieux. Pourquoi on n'est pas là? Du coup, c'est une question de temps. De temps et de génération, peut-être aussi. Et j'en profite pour rebondir. Je pense qu'il y a aussi un autre aspect. Il y a d'abord les gens qui vont avoir besoin d'utiliser Bitcoin qui l'utiliseront. Et ensuite, nous, on a un système où on a de la chance qui fonctionne plus ou moins bien. Il pourrait être amélioré, mais en fait, les gens qui vont utiliser Bitcoin aujourd'hui, c'est vraiment ceux qui en ont besoin au quotidien. Et heureusement pour nous, malheureusement pour nous, en Suisse, on a un système qui fonctionne très bien. On a des paiements, par exemple, alors c'est triste à dire, mais avec Twint qui sont instantanés. On a un système bancaire qui est stable depuis plusieurs décennies. Et puis, du coup, les gens préfèrent rester dans leur confort que d'aller dans l'inconnu. Je pense que c'est ça qui fait une grande partie de la réflexion de pourquoi on n'a pas encore plus de paiements qui se font en Bitcoin. Oui, exactement. Je pense que je te rejoins exactement là-dessus. C'est la nécessité de Bitcoin, au-delà de l'éducation. Parce que comme on dit souvent, on ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif. Ça, on l'entend souvent dans nos communautés. Parce qu'on fait, comme tu l'as dit, on fait face à des gens qui sont réfractaires carrément. À des gens aussi qui, on est dans une économie stable, comme tu l'as dit. Globalement, on n'a pas du tout les mêmes problèmes qu'à Cuba, qu'au Pérou, au Salvador, au Venezuela et puis plein d'autres pays comme ça. Et donc, l'éducation, finalement, c'est très rapide quand on a la nécessité pour pouvoir acquérir ce savoir. Et ça me fait penser justement le combat entre NFC et QR code. C'était aussi le sujet de l'ouverture de la Unconférence d'Azores, la première Unconférence, où les développeurs se sont battus pendant presque 2 heures à savoir s'il fallait mieux passer du temps à développer le QR code ou les NFC, sachant que pour certains, le NFC, il y avait des failles de sécurité. Et justement, pour d'autres, le QR code, il y avait le problème avec l'appareil photo qui pouvait être cassé, le soleil qui touchait l'écran, etc. Et donc voilà, ça m'a fait penser, justement, j'avais envie de partager ça. Mais c'est vrai que c'est la nécessité, je pense, qui nous amène à Bitcoin. Et on le voit, l'adoption, elle est beaucoup plus rapide dans les pays qui sont dos au mur, comme on le disait. Et au-delà de l'utilité, il y a des gens qui ont besoin de Bitcoin. Pour continuer un petit peu sur tout ce qui va être NFC ou QR code, ma question serait plus sur les machines et donc les point of sales. On a vu par exemple dans ta panel avant, on parlait que Lugano avait 400 magasins qui acceptaient Bitcoin. La solution était assez simple. Ils ont acheté 400 POS, ils les ont donnés à chaque magasin gratuitement et ils ont un TPE Bitcoin / Tether et ils l'utilisent que quand quelqu'un dit on aimerait payer en Bitcoin ou en Tether. Donc ils ont le luxe d'avoir 2 POS, ce qui n'arrivera pas dans le reste du monde. Du coup, qu'est-ce que vous pensez va être la vraie solution? Est-ce qu'on va continuer à devoir développer des POS Bitcoin? Est-ce que c'est les POS actuels qui vont juste d'un coup accepter Bitcoin? Est-ce qu'on va arrêter d'utiliser des POS parce que chaque téléphone peut devenir un POS avec les nouvelles versions? Voilà, je suis juste curieux d'un point de vue plus. Vous avez 3 cas très différents, donc comment vous voyez cet avenir du mécanisme d'acceptation?
Je pense que je vais apporter un élément de réponse, mais après je passerai la parole parce que je suis pas forcément hyper technique là-dessus. Mais par rapport à mon expérience de commerce, déjà aujourd'hui les nouveaux commerces, ils font appel à des solutions beaucoup plus simples que ce qu'on pouvait trouver auparavant. Et en termes de device, notamment en termes de device sur le point of sale, avec beaucoup de nouveaux entrants sur le marché, comme Popina ou comme SumUp, ce genre de choses qui essaient de simplifier au maximum. C'est un marché qui bouge beaucoup avec des nouveaux entrants. Alors je pense que le marché il est prêt et ouvert pour de nouvelles solutions. Voilà. Après, je pense que je vais passer la parole. Oui, il y a SumUp et puis Lightspeed aussi. Oui, Lightspeed, c'est ça, qui fait des trucs très bien. Et puis pour revenir sur ce que tu dis par rapport au NFC, il y a, je crois, Apple qui a lancé Apple Wallet ou quelque chose comme ça. On peut physiquement payer avec une carte Visa sur un device iOS. Donc c'est techniquement possible. Après c'est Apple, donc c'est fermé. Et puis dans 10 ans ils vont peut-être ouvrir. Donc peut-être qu'à terme, oui, on pourra payer, on n'aura plus de device SumUp séparés. On aura tout sur son iPhone. On aura un POS Fiat sur son iPhone et le POS Bitcoin sur le même appareil. Mais aujourd'hui, intégrer des paiements Bitcoin sur des devices standards, traditionnels, qui sont en général fermés, c'est des très grosses boîtes qui du coup ne bougent pas beaucoup et sont pas très enclines à bouger. Donc je suis pas encore très optimiste pour intégrer Bitcoin sur les POS traditionnels pour l'instant. Je sais que la boîte de Jack Dorsey, Square, ils ont fait une façon pour que le commerce ou le magasin puisse faire des économies de 10% de Bitcoin automatiquement à la fin de la journée en Bitcoin. Si tu reçois 100 francs dans la journée, tu as 10 balles qui va direct en Bitcoin à la fin de la journée. Du coup, c'est une façon de pouvoir stacker facilement avec le système encombrant. Par contre, pour les systèmes hybrides, il y a une solution en Angleterre qui s'appelle Musket. Et eux, ils ont un POS qui... tu tapes juste un bouton Bitcoin ou Fiat à la fin, et soit ils peuvent payer NFC ou QR code pour Bitcoin, ou soit ils tapent leur carte ou leur smartphone pour payer en Fiat. Et comme ça, il n'y a vraiment pas besoin de former les gens par rapport à ça, parce que normalement, les gens qui travaillent dans les bars, normalement, sont plus jeunes de toute façon. Du coup, c'est juste, tu sélectionnes l'un des deux. Du coup, c'est vrai qu'il y aura de plus en plus de solutions, mais si je vois d'ici 5 ans ou 10 ans d'ici, je sais pas, peut-être il y aura une autre technologie, et peut-être on aura tous les empreintes dans les mains. Je ne sais pas comment ça va évoluer, mais il faut que ça soit aussi facile de donner une pièce de 1 ou 2 à quelqu'un. Il faut que ça soit aussi facile que ça. Et maintenant, on n'est toujours pas là, parce qu'il y a toujours un peu trop de confusion. Oui, il y a un dernier truc à dire, c'est que si vous avez un magasin ou quoi que ce soit, c'est mieux de toujours donner 10% de remise si vous payez en Bitcoin. Comme ça, vous aurez sûrement beaucoup plus de gens qui payent en Bitcoin. Et vous pouvez même mentir en disant que c'est le même prix, mais c'est juste que le fiat, c'est un premium. Parce que si le fiat, c'est un premium, c'est aussi une façon de... prendre l'énergie du système fiat et de le mettre dans le système Bitcoin. Et il y a une preuve de ça dans une économie séculaire qui s'appelle Bitcoin Vitsund, qui est dans l'Afrique du Sud. Et eux, ils ont... au lieu de mettre Bitcoin accepted ou Bitcoin préféré, ils ont juste dit Bitcoin c'est moins cher. Du coup, comme ça, les gens sont en mode je peux même acheter Bitcoin sur Coinbase maintenant et je paye avec ça. Oui, parce que c'est comme ça que les gens savent en fait. Bitcoin ça fait pas trop peur, c'est pas trop difficile à utiliser. J'achète et j'achète mes biens et c'est bon quoi. Ouais. Mais peut-être c'est pas financial advice, tu vois, mais c'est aussi une autre solution. Bonjour, ma question c'est pour Aurore. J'aimerais rebondir sur le point que vous avez fait avant, sur est-ce qu'il faut plus de technologie ou plus d'éducation, et moi je vois une troisième voie, c'est une plus grande implication de la politique. On vit quand même dans un monde où il y a un grand transfert de souveraineté personnelle envers la politique, en tout cas en Suisse c'est comme ça. Et j'aurais bien aimé savoir ce que vous avez comme stratégie, en fait, parce qu'on part du principe que vous allez être élu. Et comment vous allez parler le même langage avec avec les autres députés, en fait, je pense que ça, ce sera aussi important, si vous pouvez toucher quelques mots là-dessus.
Alors, partons du principe que je vais élu, mais bon, il faut quand même pas s'emballer, je pense. Mais pour répondre à la question, je pense que déjà, il va falloir utiliser des éléments de langage qui soient simples et que tout le monde comprenne. Effectivement, il va falloir affirmer certaines idées qui sont pas encore acceptées par tout le monde. Je pense que la souveraineté individuelle, c'est des choses qui nous touchent, nous, bitcoiners, mais peut-être que d'autres personnes dans le système normal ne sont pas hyper sensibilisées à ça, ou peut-être qu'ils se rendent pas compte. Encore une fois, ça touche à tout ce qu'on disait justement sur la nécessité. Voilà, parce que tout à l'heure, ce qu'on n'a pas dit aussi quand on parlait de ce sujet-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont liés, qui sont pris dans le système fiat. Ils ont des crédits, ils payent leur maison, etc. Donc tous ces systèmes-là, ils vont pas forcément les critiquer, ou en tout cas, ils sont liés à ça. Je ne sais pas où tu voulais en venir avec la question de la souveraineté individuelle et les éléments de langage. En tout cas, c'est sûr que si on arrive à l'Assemblée nationale dans le cadre de cette candidature, l'idée c'est de pouvoir prendre la parole, de pouvoir mettre le sujet Bitcoin sur le devant, en tout cas sur la table, pour tous les sujets connexes, à savoir la politique monétaire, à savoir la souveraineté numérique, à savoir la transition écologique, et d'apporter une nouvelle vision, d'apporter une potentielle solution, pas forcément affirmer que c'est la solution, mais de le proposer en tout cas, et d'ouvrir les réflexions sur ce sujet. C'est mon humble ambition, mais encore une fois, moi pour le moment, j'ai déposé ma candidature, elle a été acceptée et on a pu mettre ce sujet en lumière dans le débat politique. C'est ma première victoire. Bon, pour le reste, on verra s'il y a quand même, si c'est suivi, on va dire ça comme ça. Alors, ce qu'il faut comprendre... Pour discuter le même langage, enfin avoir une base de langage commune avec d'autres députés qui n'ont pas forcément ton vécu, ton expérience, ton amour de Bitcoin. Oui, mais alors après, déjà, on parle français tous ensemble. Donc, je peux m'exprimer avec des mots normaux pour expliquer des idées. Je pense que c'est ça, déjà. Pas forcément colorer les idées, les convictions de langage trop ou de jargon trop technique. Et puis, il faut savoir que cette candidature, étant donné qu'elle est sans étiquette politique, bien évidemment que j'aurai pas forcément de soutien. L'exercice parlementaire en France, c'est si on est élu avec une majorité, on va... si vous voulez soutenir un programme, et puis les autres élus de l'opposition ou des autres groupes, des autres forces en présence, viennent discuter les sujets. Il faut savoir que quand il y a une proposition de loi, souvent sur des sujets justement nouveaux où les parlementaires ne sont pas formés, on va organiser des commissions parlementaires où on va interroger des professionnels. Et donc là, par exemple, un rôle d'un député Bitcoin à l'Assemblée pourrait être déjà de faire appel aux bons experts dans les commissions parlementaires et pourrait aider à discuter, à contrebalancer certains arguments dans l'hémicycle quand les projets de loi sont discutés. Voilà, après, on verra bien comment ça se passe. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Voilà. Merci. Alors voilà, on arrive au bout de ce panel, mais on pourrait encore éventuellement se permettre une question, parce que c'est Aurore, parce que c'est Joe, parce que c'est mon camarade de promotion et parce que c'est Jimmy. Alors on peut encore, voilà, on déborde, c'est pas grave. Et une question encore, et je pense qu'on fera une conclusion sur un sujet qu'on n'a pas trop abordé dans la table ronde, c'est sur justement dépenser ces bitcoins contre les garder, contre les holders, justement. On fera une petite conclusion là-dessus. On t'écoute. Quel serait votre point de vue concernant la souveraineté individuelle de son propre argent par rapport à Bitcoin? Moi, mon point de vue par rapport à ça, c'est justement d'encourager, de former et d'accompagner les gens, les individus et les entreprises à la self-custody. Parce que aussi bien on a beaucoup d'acteurs et de brokers professionnels qui permettent d'accéder à Bitcoin ou des crypto-monnaies, mais justement qui font la conservation des fonds. Et ça a été un des drames de ces dernières années, notamment un des drames par lesquels j'ai rencontré Nicolas, où la plateforme FTX a craché parce que les gens
n'étaient pas assez au courant et conscients de la différence entre la custody et la self-custody, donc de la conservation des fonds par soi-même ou de faire confiance à un acteur professionnel. Et justement, à ce moment-là, c'est là où j'ai quand même réalisé, c'était quand même paradoxal, justement, d'amener ce marché-là, Bitcoin, en disant on ne peut plus faire confiance aux banques, elles prennent des décisions à notre détriment contre nos intérêts, et donc ne plus faire confiance à ces acteurs qui existent depuis des décennies, mais par contre placer sa confiance sur un acteur qui émergeait de nulle part, qui a 30 ans, qui montait une entreprise et qui s'est mis à garder des millions sur une plateforme. Donc justement, par rapport à cette situation, moi je fais plus confiance aux banques qui sont là depuis longtemps qu'à des nouveaux échanges, des nouvelles plateformes d'échange un peu exotiques qui sont là depuis moins longtemps. Donc dans ces situations-là, bien sûr que moi je conseille la self-custody de ces fonds, qui vient quand même avec un risque inhérent, c'est qu'on est certes libre, mais on est responsable. Et donc il faut apprendre aux personnes à être souverains, c'est pas quelque chose d'acquis, et donc il y a beaucoup de formation qui va avec, mais quand on est face à la réalité, quand on est dos au mur et quand on en a besoin, on l'apprend très très vite, justement. Et ce qui vient amener à cette dernière partie, cette dernière conclusion du panel, parce que je sais qu'on est sur la même longueur d'onde par rapport à ça, de par nos activités professionnelles. Je sais que toi, par exemple, Joe, tu vas dans tous les pays du monde montrer qu'on peut dépenser en Bitcoin. Jimmy, toi, tu fais en sorte qu'on paye en Bitcoin, donc qu'on fasse circuler ces Bitcoins. Est-ce que vous avez un message parce que moi, j'ai quand même remarqué que dans la communauté de Bitcoiners, il y avait quand même une scission entre ces gens qui étaient prêts à réaliser la prophétie de Satoshi Nakamoto, à savoir que Bitcoin c'est une monnaie et qu'il faut l'utiliser, et d'autres qui préfèrent rester assis sur leur petit trésor et qui préfèrent le garder pour plus tard. Mais bon, je veux dire, on n'emporte rien au paradis. Donc, Ils ont un peu manqué l'objet là, parce que tu peux faire les deux. Hein. C'est facile de dépenser le Bitcoin et après de soit gagner ce Bitcoin que tu as gaspillé, ou soit de réacheter le Bitcoin que tu as perdu. Enfin, il n'y a rien qui se passe là qui fait peur, ni il est illégal ou quoi que ce soit. Du coup, pour moi, si vous n'avez pas encore tenté le coup de juste dépenser un peu de Bitcoin, essayez-le, parce que c'est assez cool. Vous allez avoir plus d'amis, votre vie va être beaucoup mieux que maintenant. Non, mais c'est important que ça reste un peer-to-peer cash system et que ça reste pas juste technologie de hodler, parce que franchement, j'aimerais bien construire un avenir où on aura Bitcoin comme monnaie partout dans tous les pays, qui n'a pas de frontières, qui est complètement résistant à la censure. Et si on n'essaye pas de faire un petit effort maintenant pour promouvoir ce genre de choses, je sais que moi, dans 30 ans ou même 20 ans, je ne serai pas fier de moi et de mes actions que j'ai prises jusqu'à là. Du coup, essayez, s'il vous plaît, de Spaden. Spaden, c'est le jeu de mots sur hodl. Hodl, c'était hold, mais ça faisait hodl parce qu'elle était tellement bourrée qu'on avait écrit les messages. Et du coup, Spaden, c'est sur spend. L'idée, c'est que tu hold, spend and replace, ou holder, dépenser et remplacer. Je vous conseille de ne pas faire ça dans votre propre vie, mais juste tenter, essayer ça pour première fois. Voilà. Oui, puis parce que l'éducation aussi, on parle beaucoup d'éducation, mais c'est vrai que ça sert à quoi ou comment ça va se passer si j'ai beaucoup de Bitcoin et qu'un jour je suis dans une situation où d'un coup j'en ai besoin. Il vaut mieux avoir appris à s'en servir avant, maintenant que le cours il peut-être permet des erreurs avec moins de conséquences que plus tard quand le Bitcoin vaudra beaucoup plus cher et que ce sera très risqué si on n'a pas d'expérience ou de bagage avec nous. Et puis on a un peu tous une part de responsabilité. Effectivement, il faut que les bitcoiners osent dépenser, etc. Et puis tu as évoqué tout à l'heure le fait que les commerçants pourraient faire une réduction si on paye en bitcoin. Moins 5%, c'est déjà fait en ligne. Il y a certains e-commerce bitcoin qui font des réductions si on paye en bitcoin. Et puis il faudrait trouver une manière d'incentiver les bitcoiners à le dépenser. Et puis c'est le deuxième spoiler, sur Swiss Bitcoin Pay, il va y avoir un moyen d'incentiver les bitcoiners à dépenser plus tard. Donc il faut trouver des manières de pousser les gens à faire circuler ces sats de manière innovante pour qu'ils circulent.
Ouais, mais en tout cas, c'est très intéressant la démarche et de penser à cette expérience aussi marketing. Nous, c'est ce qu'on a fait aussi chez Bitcoin. On a une plateforme où on vend des jades, des chaussettes Bitcoin only, des casquettes en Bitcoin uniquement. Il faut savoir qu'il y a des gens qui nous appellent en disant j'ai vu votre site, mais je veux acheter en euros. Alors nous, non, c'est en Bitcoin uniquement. On paye nos fournisseurs en Bitcoin. Et justement, on avait cette réflexion avec nos fournisseurs de dire quand quelqu'un achète en Bitcoin, il faut faire un geste, offrir un cadeau, quelque chose d'unique pour les motiver. Donc oui, je rejoins cette pensée. Je pense que c'est bon.